On se retrouve avec plaisir pour Le Bonheur c'est les autres pour un nouvel épisode avec quelqu'un que je ne connaissais pas mais qui était l'ami d'une amie qui s'appelle Sacha Danino. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors votre nom ne dit pas forcément grand chose aux gens, mais moi je vous considère comme un des meilleurs dramaturges ou auteurs de théâtre des dernières années. Des derniers siècles même. Des derniers siècles. Ouais, mais je dirais même de l'humanité. et je pense, enfin en toute modestie, je pense que même avant l'humanité, j'ai été déjà le meilleur auteur. Mais en toute modestie. Oui, bien entendu. Bien sûr. Non. Il faut savoir rester modeste. Toujours avec moi. Je vais vous présenter rapidement et vous allez me dire si j'ai bon. Donc vous avez été étudiant dans un lycée prestigieux Henri IV. Et je parle de ça parce que c'est à l'occasion de ces études à Henri IV que vous avez rencontré votre futur collègue, comparse, ami, Sébastien Azzopardi. Et donc le duo Sacha Danino, Sébastien Azzopardi, c'est quelques-unes des pièces les plus successful, si vous me permettez cette expression, pas très française, des dernières années. On peut en citer 2-3. Alors la première qui a été sur les planches pendant 17-18 ans, c'était l'adaptation du Tour du Monde en 80 jours. De Jules Verne. De Jules Verne, bien sûr. Il y a eu, bien entendu, Dernier coup de ciseau, qui se joue encore, là, ça va bientôt faire 13-14 ans. Je suis désolé, j'ai pas trop les dates en tête. C'est pas grave. Je commence à me faire très très vieux. On a eu des pièces comme Mission Florimont, qui a été sur les planches aussi pendant plusieurs années, et miraculeusement, qu'on remonte là en juin au théâtre Rive Gauche. J'ai l'impression de faire un peu de promo, c'est marrant. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Voilà, on a des pièces prestigieuses. Ah oui, bien entendu, il y a l'Embarras du choix qui se joue au théâtre de la Gaîté depuis 4 ans maintenant. Voilà. Donc en tout, avec lui, vous avez écrit une douzaine de pièces. Oui. Et parmi cette douzaine de pièces, il y en a certaines qui ont été récompensées d'un Molière, ce qui est à la fois mérité et pas commun. Mais vous avez eu donc au moins 2 Molières, c'est ça ? Alors, vous allez me trouver un peu brutal, mais j'en tiens pas trop compte. Je sais que c'est très important d'avoir des Molières, et en même temps, je prends beaucoup de distance par rapport à cette récompense, parce qu'elle n'est pas, comment dire les choses de manière très diplomatique. C'est un peu comme d'autres cérémonies ou d'autres récompenses, ça demande du réseau, ça demande du travail souterrain, vous voyez, pour obtenir les choses comme ça. Donc, elle récompense pas toujours les bonnes pièces, et elle récompense parfois des mauvaises pièces. Il y a parfois des raisons politiques, etc. Donc c'est très bien qu'on ait pu en avoir. Il faut savoir que les Molières, c'est un moyen d'amener du public, donc d'amplifier un succès s'il y en a un, mais c'est pas révélateur véritablement de la qualité d'une pièce. Mais voilà, j'insisterai pas là-dessus. Ouais. J'espère que personne n'écoutera ce que je dis. Personne n'écoute ce podcast. Il a très peu de. Non, mais sans plaisanter, on est nombreux dans le milieu à prendre nos distances par rapport aux Molières. En avoir un, c'est extraordinaire. C'est pas forcément une consécration, mais c'est extraordinaire d'un point de vue économique. Indéniablement, sur une affiche, ça fait venir du monde. Faut pas se leurrer là-dessus. C'est un argument marketing extraordinaire. C'est comme le bandeau prix Goncourt sur un livre, même si les gens qui achètent un prix Goncourt, c'est pas forcément pour le lire eux-mêmes, mais pour l'offrir. Ouais. C'est pareil pour le théâtre et c'est pareil pour le cinéma aussi d'une certaine manière. Voilà. Mais donc, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes aujourd'hui, je l'ai dit, un homme de théâtre, mais vous orientez pas du tout vers ça. À la base, vos études n'étaient pas du tout vers ça, et vous avez même été à un moment donné, si mes informations sont bonnes, journaliste, rédacteur dans la presse économique et institutionnelle. Oui. Donc en fait, c'était pas une vocation, le théâtre. C'était un accident, mais avec du recul, je me demande si vraiment c'était un accident. Parce que en 6e, j'avais commencé à faire du théâtre. J'avais joué Le médecin malgré lui et La poudre aux yeux de Labiche. Et ma mère, à la fin du spectacle, est venue me voir en me disant que si j'avais l'intention de faire un autre métier, qu'il fallait absolument pas hésiter. Donc, ça encourage. Ah oui, mais j'ai compris le message, donc je suis passé à autre chose. Mais donc vous étiez acteur à ce moment-là, vous étiez pas auteur. Voilà, alors j'étais comédien, mais ce qui est extraordinaire dans la vie, c'est que bien plus tard, une fois que j'étais déjà dans le métier, j'ai découvert la photo d'un type un peu excentrique dans les affaires de ma mère, en noir et blanc. C'était assez amusant, excentrique, en fait, il était complètement travesti, voilà. Mmh. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme Puis elle me raconte qu'en fait, c'était son grand-père maternel, et ce monsieur était journaliste. Il a été journaliste,
Et il a été auteur de théâtre et particulièrement de comédie. Et je me dis, tiens, c'est quand même étrange parce que j'ai un parcours complètement similaire au sien. Et c'est là où je me dis, est-ce que ça a vraiment été un accident ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas une filiation inconsciente comme ça qui a perduré sans que je le sache et qui, comme ça, qui a éclaté à 29 ans. J'avais 29 ans quand j'ai... Fin de mes 29 ans quand j'ai commencé à écrire avec Sébastien, mon co-auteur. Alors, avant d'aborder le questionnaire, donc vous êtes papa, vous me l'avez dit, avant l'interview de deux garçons, mais vous êtes né dans une famille qui avait plusieurs garçons, filles, quelles étaient les origines de vos parents ? Sacha, ça fait penser plutôt à la Russie. Danino, ça fait plutôt penser... alors, je sais qu'il y a Daninos, le fameux écrivain, Pierre Daninos, qui, je ne sais pas d'où il était, mais ça peut peut-être faire penser à l'Italie, je ne sais pas. Dites-moi. Alors, j'ai Danino, en fait, c'est séfarade. Ma famille paternelle vient du Maroc. D'accord. De Casablanca. Okay. Je connais Casa, après si ça se trouve ils ont été ailleurs avant, mais donc c'est une très vieille famille juive du Maroc et comme beaucoup ont émigré en France dans les années 50 pour les raisons qu'on imagine. Voilà. Et ma mère, elle, en revanche, elle est normale. Hein. Moi, je dis toujours ça. Je dis mon père est juif, ma mère est normale. Bon, ça, c'est le genre de choses que je peux me permettre avec les juifs de dire ça parce que... Surtout qu'on enregistre encore aujourd'hui à l'Écuge. À l'Écuge, voilà. Qui a un espace culturel juif. Non, je dis ça avec beaucoup d'humour parce que le judaïsme, à mes yeux, présente cette spécificité d'avoir toujours... la faculté de rire de soi. C'est le fameux humour juif. Ce qui échappe totalement aux antisémites, vous l'avez remarqué. C'est-à-dire qu'un antisémite, par définition, croit qu'un juif ne supporte pas qu'on se moque de lui. Exactement. Alors que le juif est le premier à se moquer de lui-même. Voilà. Mais il y a une vraie tradition, et puis il y a une vraie tradition chez nous de cet humour, de cette autodérision, et c'est pour ça que je peux me permettre de dire ces choses-là comme ça. C'est très Woody Allen. Oui, bah voilà, exactement. C'est peuple élu. À mon avis, il y a ballottage. Ça tombe bien parce que j'adore Woody Allen. Je trouve que ça a été c'est pourquoi je parle au passé. C'est avec mon co-auteur un de nos réalisateurs préférés parce que je trouve qu'il est bourré d'imagination, d'ingéniosité. C'est ça qui est étonnant chez lui, c'est qu'il ait fait que du cinéma. Alors qu'il y a au moins... Il a fait du théâtre aussi. Ah, il a fait du théâtre ? Ouais. Parce qu'il y a plusieurs... oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, c'est vrai qu'il a fait du théâtre. Puis il a écrit aussi. Ah oui, écrit, ça c'est sûr. Mais justement, il y a plusieurs de ses films récents qui auraient pu être simplement des pièces de théâtre. Parce qu'il n'y a pas vraiment ni d'action, ni de décor fabuleux, etc. Voilà. Oui, donc il a fait effectivement du théâtre aussi. Mais peut-être parce qu'au cinéma, on gagne plus d'argent. Ouais, c'est ça. Je continue. Donc, le côté juif a pris le dessus sur toute autre considération. Et ma mère est une catholique normande. Mais j'ai été élevé un peu dans cette espèce de syncrétisme, un syncrétisme plus même triple et pas double, puisque mes parents ont été en tant que 68ards très attirés par l'Asie. Et d'ailleurs, mon père, très très tôt, a travaillé en Asie. Donc moi, j'ai vécu entre le judaïsme, le bouddhisme et le christianisme. Voilà. Et mon père, je le revois encore mettre des cierges à Bouddha, des choses comme ça. Enfin, il y avait pas beaucoup de frontières chez nous. Et vous aviez des frères et des sœurs ? Alors, j'ai une petite sœur. Ouais. Et ensuite... et ensuite, vous avez découvert que vous avez... Non, ensuite, mon père, étant quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes, avait d'autres enfants. Voilà. D'accord. Ok, je crois qu'on a fait une présentation à peu près complète, et donc on peut... À peu près complète. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on va l'aborder via le questionnaire. On va vous découvrir à travers le questionnaire du bonheur, c'est les autres. C'est un peu l'objectif. Avant d'aborder, je vous fais réfléchir sur l'expression elle-même, le bonheur, c'est les autres. J'ai construit le titre de ce podcast en pensant, je le raconte à chaque fois, en m'opposant à Jean-Paul Sartre qui avait écrit donc justement dans une pièce de théâtre l'enfer c'est les autres. Il a toujours dit qu'on l'avait pas compris, que c'était pas ce qu'il a voulu dire, etc. Mais bon, quand un auteur et un philosophe dit
j'ai écrit quelque chose, mais on m'a pas compris, c'est généralement que c'était pas bon. Donc, vous, ça vous inspire quoi l'expression « le bonheur, c'est les autres » ? J'aurais fait juste une petite parenthèse. Ouais. Un peu espiègle, parce que je suis en train de lire l'ouvrage de Michel Onfray sur l'islamo-gauchisme, en gros l'antisémitisme de gauche, Ouais. et je suis en train de lire là, actuellement le chapitre sur Sartre, et c'est un régal. Ouais. C'est un régal parce que ma mère va m'en vouloir parce qu'elle adore Sartre, mais on découvre un Sartre pervers, manipulateur, sale, coureur, enfin plein de défauts. Et c'est assez succulent. Moi, j'en découvre tout le temps sur Sartre et Simone de Beauvoir, qui sont tous les deux érigés au statut de saints laïcs, alors qu'en réalité, ils étaient tous sauf des saints, effectivement. Ouais. J'invite les gens à lire cet ouvrage. Alors, bon, en même temps, j'ai un parti pris pour Michel Onfray, que je trouve brillant. Ouais. Mais cet ouvrage se lit très facilement et c'est un petit régal sur les chapitres, justement, parce qu'en fait, tous les gens qui l'abîment sont des icônes. Martin Luther, Marx... Comme souvent avec Onfray. Ouais. Il avait que de Jésus à Freud en passant par... Il les a tous cassés. Ouais. Mais donc l'expression « le bonheur c'est les autres », ça vous inspire quoi ? Moi étant donné que j'ai une formation un peu... Enfin, pourquoi je dis un peu ? Non, philosophique, parce que j'ai fait des études de philo. Oui, je ne l'ai pas dit. Oui, non, mais et d'histoire de l'art. La particularité, pour moi, des études philosophiques, ou plutôt de l'approche philosophique, c'est d'interroger les mots. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, répondre à cette question sans interroger les mots. En l'occurrence, qu'est-ce que le bonheur ? Alors, on va y venir, c'est la question, la première question. Mais juste l'expression elle-même, le bonheur c'est les autres, ça vous parle ou... Étant donné que je suis un animal sociable, comme tout le monde, je ne saurais pas vivre en dehors des autres. Je serais incapable. À côté de ça, si je tire la corde dans l'autre sens, le malheur peut être aussi des autres. Oui, tout à fait. Politiquement, on sait très bien ce qu'il en est, qu'on peut subir l'autre. Donc, il n'y a rien de catégorique, bien entendu, mais on va revenir à la définition donc, du bonheur. Voilà. Donc, cours de philosophie, première année de philosophie Paris 4, on y va. Mais justement, moi, j'avais répondu à un de mes témoins qui me disait « Non, pour moi, le bonheur, c'est pas tous les autres. » Je lui avais dit, j'ai pas dit le bonheur, c'est tous les autres. J'ai dit le bonheur, c'est les autres. C'est pas exactement la même chose. C'est quoi votre définition du bonheur ? Alors, le bonheur, c'est quelque chose dont je me méfie énormément. C'est pour moi, c'est une idée un peu comme au sens les idées platoniciennes. C'est quelque chose de trop abstrait, de trop conceptuel, et qui peut même être politiquement assez dangereux. Tous les régimes politiques qui ont été les plus violents ont toujours parlé de bonheur. Et on peut faire beaucoup de choses très mal au nom du bonheur. Pour le bonheur des autres. Bonheur collectif. Pour le bonheur collectif, exactement. Donc, et le bonheur individuel, je ne saurais pas trop dire. Est-ce que c'est quelque part une sorte de contentement béat devant l'existence, le type le samouraï devant un prunier en fleurs et en larmes parce qu'il voit un papillon voler. Je sais pas ce que c'est. Moi, la seule chose dont je peux parler, c'est ce que j'ai éprouvé moi-même dans mon corps. C'est plutôt des moments de bonheur, de la joie, des choses comme ça. Mais le bonheur en soi, comme un concept, comme un état, on va dire l'état de bonheur, je l'ai jamais connu et je pense qu'il n'existe pas. Sauf peut-être pour des gens dont on a fait l'ablation du cerveau, des choses comme ça, mais voilà. Mais je me méfie toujours de ces grands concepts comme le bonheur. Mais quand vous avez parlé d'Asie tout à l'heure, les Asiatiques ont une vision, justement une perception de ces moments de bonheur dont vous parlez, qui est très différente des Occidentaux. C'est une vision qui n'est pas du tout platonicienne ou qui n'est pas du tout, qui n'est pas éthéré, c'est pas effectivement espérer absolument viser le bonheur. Ou alors on pourrait dire, puisque vous parlez de moments de bonheur, on pourrait parler de Jankélévitch, dont on parle régulièrement dans ce podcast, qui effectivement disait le but c'est de choper tous les moments qui peuvent survenir sans s'imaginer que le bonheur ça soit forcément une... Et voilà, et vous avez parlé de moments, c'est ça, c'est des instants. Des instants. Alors, petite parenthèse encore, si je peux me permettre, vous pouvez. En Asie, il y a eu quand même beaucoup de dictatures au nom du bonheur. Ouais. Pour parler de la Corée encore du Nord, voilà, la Chine, le Cambodge, le Vietnam, et qui a massacré un bon nombre de personnes pour le bonheur collectif. Et même le Japon, si on veut bien voir, même si c'est pas une dictature. Oui,
Oui, mais et donc je ne sais pas si les Asiatiques sont si différents que ça, d'autant que moi je connais assez bien l'Asie du Sud-Est, pardon, et je m'aperçois quand même qu'ils sont exactement comme nous. Hein. Quand on va là-bas, ils sont tous rivés sur leur portable, ils sont habillés à la mode occidentale, ils regardent les mêmes films. Je pensais plutôt aux moines bouddhistes et autres, Matthieu Ricard et compagnie. Oui, mais regardez la spiritualité des moines en Occident, elle est assimilable à celle, enfin elle est similaire à celle des Asiatiques. Hein, les derviches, partout à travers le monde, dès qu'il y a des gens qui s'isolent pour penser la spiritualité, je m'engageais dans une phrase, je ne sais pas comment la terminer. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les instants de bonheur, donc on en était là-dessus. Et oui, en tout cas, les instants de bonheur, je pense que on les vit avec les autres, pour les autres, mais on peut les vivre aussi soi-même. Et je pense qu'il faut pas... Les deux sont complémentaires. Je ne peux pas penser... Enfin, je veux pas dire... Justement, je ne veux pas me lancer dans des grandes théories, parce que c'est pas du tout mon genre. Je parlais plutôt de ce que je sens, moi, dans ma chair. Mais je fais en sorte de vivre un maximum de moments de bonheur par et pour moi-même, mais force est de constater quand même que les moments les plus mémorables sont ceux avec les autres, avec ses enfants, avec ses femmes, avec les avec les femmes. Avec les femmes. Ouais. Hein, quand on a un homme, mais ça peut être aussi avec un homme. Oui, non, mais quand je veux dire, je veux pas te faire de théorie, hein, je parle de moi. Mais par exemple, le fait de travailler en duo avec un homme, puisque a priori il n'y a qu'avec lui que vous avez travaillé, vous avez jamais travaillé séparément ou avec quelqu'un d'autre. Si, vous avez travaillé d'autres. Si, il y a eu des infidélités. D'accord. Bon, mais bon, cas, on va dire, ça a été toléré. Très souvent. Voilà. Vous aviez une permission de sortie. Voilà, exactement. Mais au-delà, la permission de minuit, mais au-delà de ça, donc vous avez quand même fait 12 pièces avec lui. Il y a un bonheur, il y a une jubilation à travailler en duo sur un texte de pièce, sur l'imagination de créer une histoire, créer des dialogues, créer des didascalies, créer une atmosphère. Ah bah oui, alors par exemple, écrire avec mon co-auteur, c'est des moments... sont des moments de joie. Je ne vais pas dire des moments de bonheur, parce que au quotidien, on est très attaché à la rigueur dramaturgique, à la caractérisation, à la présentation, enfin à toutes ces choses-là. Donc on a né dans le guidon. Mais c'est vrai qu'on prend toujours plaisir à se retrouver. Plaisir, joie, contentement, enfin... Tout ça fait partie du même champ lexical, sémantique. On prend toujours énormément de plaisir à travailler ensemble. On a été, pourquoi je parle au passé ? On est amis, donc ça a facilité les choses, mais c'est pas simplement parce qu'on a été amis. Je crois qu'il y a eu une alchimie qui s'est opérée et qui a justifié le fait qu'on continue à travailler ensemble et qu'on continuera à travailler ensemble très longtemps. Parce qu'il y a une facilité. Vous avez trouvé mon parallèle un tout petit peu audacieux, mais c'est un peu comme faire l'amour. Pour moi, c'est toujours une question d'alchimie. C'est-à-dire qu'on peut avoir la plus jolie fille du monde, magnifique. Bon, je ne vais pas faire description, j'allais me lancer dans des descriptions physiques. M'en voulez pas. Mais avec qui il se passera strictement rien. Et inversement, une fille qui est peut-être un peu moins jolie, un peu plus ronde, enfin voilà, je ne veux pas non plus me lancer là-dessus, avec qui c'est extraordinaire. Ouais. C'est une alchimie. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas l'expliquer. Et d'ailleurs, on ne va pas chercher à l'expliquer. C'est un peu comme l'amitié d'ailleurs. Hein, pourquoi ça marche avec quelqu'un, on ne sait pas. Voilà. Et l'écriture avec mon co-auteur, c'est un peu pareil. C'est facile, c'est fluide. On se trompe, c'est pas grave. On fait une marche arrière. Je crois qu'on s'est en 19 ans de travail ensemble, il y a eu un seul moment de tension, un seul, et c'était, figurez-vous, pour le choix d'une affiche. Ah oui. Voilà. Donc, pour le dernier coup de ciseau, peut-être, non ? Non, l'affiche, j'adore l'affiche. Ah, non. Mais c'est juste pour ça où il n'a pas été content, j'ai pas été content, et on s'est pas parlé pendant une journée. Ah oui. Ah ouais. Ça va. Chez les Bakri Jaoui, ça durait plus qu'une journée, quoi. Ils se fâchaient. Ouais. Mais bon. Non, mais nous, on est incapable de se fâcher. Je trouve la vie est trop courte pour se fâcher avec des amis. Mais c'est vrai que écrire seul, c'est un plaisir, ça peut être un moment de bonheur. Écrire à deux, ça l'est également. C'est un autre type de bonheur. Alors pour le coup, je ne ferai pas de parallèle systématiquement sur tout, hein, vous comprendrez. Je vais me faire piéger, c'est terrible.
votre enfance, vous l'avez passée, vous allez me dire, peut-être en région parisienne. À Paris. À Paris. Et donc, quel est si je vous demande un souvenir d'enfance là, qui vous remonte spontanément à la surface, vous me répondez quoi? Spontanément, là, comme ça, tout de suite, oui. Je vais vous parler de la vue que j'avais chez moi quand j'étais tout jeune, enfant. J'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir vécu face à Notre-Dame. Pendant 10 ans, 10-15 ans, je crois, je me suis levé tous les jours avec Notre-Dame face à moi. J'habitais quai Montebello et mine de rien, c'est pas anodin, ça a structuré mon esprit. J'ai pris goût à la fois pour la spiritualité, mais aussi pour le beau. Voilà, je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible à la beauté. Esthète. C'est-à-dire qu'à la fois je suis sensible à la beauté et à la fois, forcément le pendant, j'ai une répulsion pour la laideur. Tous les bâtiments, l'architecture, mais ça n'a plus aucun rapport avec le bonheur, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais bon, mais pour vous dire... Tout a un rapport avec le Voilà, moi ce moment, c'est vrai que mon enfance... Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire avec le classicisme? C'est-à-dire que tout ce qui sort des canons d'une beauté qui a mis des siècles à se construire, ça vous insupporte? Non, pas du tout. L'art contemporain, par exemple. Alors, mais parlons architecture, par exemple. Pour moi, là, je suis très sensible à l'architecture. L'art contemporain, là, on pourra en parler, bien entendu. L'architecture, si, je suis extrêmement sensible pour moi parce que c'est un art social, vraiment social. C'est-à-dire, c'est ce qui nous est donné. On peut échapper à l'art contemporain si on n'a pas envie d'aller voir une expo. On peut échapper à la musique contemporaine si on n'a pas envie d'écouter de la musique. Il n'y a pas de souci. L'architecture, c'est ce qui nous est donné. Et j'ai eu cette chance d'avoir été élevé dans le quartier latin, Henri IV, dans des beaux bâtiments, de m'être levé tous les jours face à Notre-Dame. Et ce beau au quotidien crée une sensibilité quand même. Et à contrario, quand je vois des banlieues qui sont massacrées par des architectes ou des urbanistes qui sont extrêmement minimalistes, qui sont uniquement fonctionnels, ou voir aujourd'hui le mobilier parisien qui est d'une laideur. Quand on voit les colonnes Wallace ou les colonnes Maurice, est-ce qu'elles sont belles ou pas belles? C'est pas le sujet, mais il y a eu un souci esthétique. Quand on voit les HBM, vous savez ce que sont les anciens HLM d'après-guerre, d'après la Grande Guerre, qui étaient des logements ouvriers. Aujourd'hui, vous savez, c'est des bâtiments en briques rouges. Ils sont décorés, toutes les façades sont décorées. Elles sont toutes uniques. Il y a eu un souci esthétique. Après, il y a eu, bien entendu, l'art déco, qui est extrêmement minimaliste, mais qui est très élégant. Moi, j'adore l'art déco. C'est très minimaliste, mais c'est magnifique. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé après-guerre. C'est le brutalisme. Enfin, c'est ce que j'appelle le brutalisme, c'est-à-dire qu'on a oublié l'ornementation, on a oublié la beauté, on a oublié l'harmonie. Et aujourd'hui, regardez Paris, vous allez comprendre que j'ai pas beaucoup d'affection pour Anne Hidalgo et sa municipalité, où ils nous ont massacré Paris en nous faisant des bâtiments qui sont d'une laideur indicible. Ça nous fait un point commun. Voilà, mais en tout cas, je pense que quand on est parisien, on peut pas aimer cette femme. Alors, vous êtes un homme de théâtre, mais vous êtes aussi un homme au sens large de culture. Vous avez dit que vous avez fait de la philosophie, etc. Si je vous demande, c'est quoi le livre, le film, la pièce de théâtre, ou encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile, que ce soit lié à votre activité de théâtreux ou pas, mais qu'est-ce qui vous a marqué de manière indélébile et pourquoi? Spontanément, là maintenant, je vais vous parler d'un morceau d'un compositeur estonien qui s'appelle Arvo Pärt. Arvo Pärt, ça s'écrit comment? Arvo Pärt. Arvo, c'est le prénom, voilà, et Pärt, c'est le nom? Exactement. C'est un compositeur de musique dite contemporaine. Il a composé en 1976 un morceau qui s'appelle Pour Alina, qui, quand je l'ai écouté la première fois, m'a subjugué. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours été plutôt un grand fan, même si j'aime pas le mot, de musique classique, et de musique assez traditionnelle, Mozart, Schubert, Beethoven, Chopin, enfin toute la clique, etc. Et puis j'écoutais ça comme beaucoup de gens peuvent écouter la musique classique avec contentement, avec snobisme aussi. Et puis un jour, par hasard, je tombe sur ce morceau-là, qui est un morceau qui a la particularité de jouer sur les silences. Et en fait, j'ai pas compris le morceau. Je l'ai écouté une deuxième, troisième, quatrième. Je l'ai écouté sans arrêt pendant 1 an et j'étais plus capable d'écouter autre chose. Parce que, je sais pas, j'avais découvert
une autre dimension de la musique, vraiment. J'avais découvert une autre manière de faire de la musique. Et ça a été un moment musical chez moi extrêmement important. Je parle de la musique parce que pour moi, la musique, un peu comme Nietzsche, la vie sans la musique serait une erreur, j'écoute la musique sans arrêt. Je parle de ce morceau-là parce que spontanément, c'est vrai que j'ai eu un choc quand j'ai écouté ce morceau. Et alors aujourd'hui, je peux revenir, vous inquiétez pas, je peux revenir à Berlioz, je peux revenir à Schubert, il n'y a aucun souci, mais il a fallu un moment d'adaptation. Voilà, il a fallu un moment d'adaptation. Après, en matière de cinéma, vous savez quoi, là-dessus, je crois que je suis resté un gamin. Je suis toujours fan de SF. J'adore la SF et j'ai une affection particulière pour les rencontres extraterrestres. Et notamment, les 3 grands films, pour moi, ça reste Rencontre du troisième type. Spielberg. Voilà. Avec François Truffaut à l'intérieur. Exactement. Contact de Zemeckis. Robert Zemeckis. Et Midnight Special du réalisateur dont j'oublie le nom à l'instant. Mais ça va me revenir. Et que j'ai oublié aussi. Voilà. Et ces 3 films sur la rencontre extraterrestre. Ouais. Et c'est des films qui me font... qui me transportent. Qui me transportent. Voilà. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de brutalité. D'un point de vue dramaturgique, on n'a pas besoin de mettre un ennemi pour créer un moteur. Parce que je pourrais parler de dramaturgie des heures là-dessus. Mais pas E.T. Parce qu'on a parlé de Spielberg... Non, pas E.T. J'ai pas non, c'est vrai pour le coup, non, pas E.T. Pourtant, comme tous les mômes, j'ai pleuré en regardant E.T. mais... Ni 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah, pour le coup, non, pas du tout. D'accord. Trop sombre. Les films dont je vous ai parlé, les 3, ils sont très lumineux, très joyeux. C'est une rencontre joyeuse avec l'autre. 2001, d'ailleurs, c'est une rencontre avec une IA, quoi. C'est HAL. Qui est... On rappelle HAL, le robot de 2001 de l'Odyssée de l'espace s'appelle HAL parce que quand vous décalez d'une lettre, chaque lettre ça devient IBM. HAL c'est IBM et en fait effectivement c'était le premier à parler quelque part de l'intelligence artificielle et de la prise de pouvoir des robots sur les humains. Donc, Kubrick était quand même génial. Après on peut ne pas aimer oui ou non son film. Il y a d'autres films qui sont à mon avis encore plus puissants chez lui, mais... Alors en matière de cinéma... Je fais toujours la distinction entre des très bons films et des films que j'ai aimés. Oui, on peut très bien ne pas aimer un très bon film. Ouais. J'ai toujours, comme tout le monde, j'ai toujours trouvé Kubrick forcément génial. Est-ce qu'il m'a touché ? Non, aucun de ces films ne m'a touché. Même le tout premier ? Peut-être Shining, parce qu'il il m'a fait tellement peur. Sentier de la gloire, vous l'avez vu ? Oui. Mais voilà, je reconnais que ce sont des très bons films. Et inversement, il y a des films qui sont par exemple plus maladroits dans la réalisation. Lolita. Pardon ? Lolita. Non plus, j'ai pas. Enfin, je reconnais la qualité cinématographique. Mais alors la question qui se pose par rapport à vous, parce que je suis pas allé jusqu'à vous redemander après quel était votre livre préféré, parce que vous avez commencé par la musique et que j'aime ça parce que vous êtes le premier depuis le début du podcast à me parler de musique. Pourquoi avoir écrit du théâtre ? Vous auriez pas pu écrire, et d'ailleurs est-ce que vous écrivez pas par ailleurs de la prose ou de la poésie ou des romans Alors, c'est un autre cerveau. Expliquez-moi ça. Alors, j'ai été journaliste avant dans l'écrit. Ouais. Et on me dit, c'est facile, tu passes de l'écrit à l'écrit, c'est facile pour toi. Et en fait, c'est pas les mêmes cerveaux. On n'utilise pas les mêmes cerveaux pour écrire un article, pour écrire de la poésie, pour écrire un roman, pour écrire une pièce de théâtre, ni pour écrire d'ailleurs un scénario. On fait pas. Oui, mais on peut s'essayer à tout. Moi, je m'essaye à tout. Alors, bien entendu, j'ai pas fait une pièce comme vous à succès, mais. Non, mais je suis tout à fait. Non, on peut s'essayer, mais vous avez remarqué que ça fait pas appel aux mêmes fonctions. Et moi, j'ai remarqué que je me suis lancé à plusieurs reprises dans l'écriture romanesque. J'y arrive pas. Ça demande une exigence, une discipline. Ça demande du temps, ça demande une concentration que je suis incapable de fournir. Moi, je suis très admiratif des romanciers, des nouvellistes, parce que je me dis comment ils font pour abattre ce travail-là. Il y a de rares cas, mais par exemple Éric Emmanuel Schmitt qui fait les deux. Oui. Ou plus récemment, mais moi je trouve qu'il est plutôt meilleur en théâtre qu'en roman, Alexis Michalik. Alexis Michalik a fait des romans, mais c'est pas franchement ce qu'il fait de mieux. Voilà. Je confirme. Mais mais bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont capables de tout faire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai tenté
j'ai quand même remarqué que j'ai plus de facilité dans le théâtre ou dans l'écriture dramaturgique. Ça demande une discipline, je trouve, l'écriture romanesque. Alors la poésie, j'ai jamais vraiment essayé parce que je n'ai pas d'affinité particulière pour la poésie. Vous m'en voulez pas? Pas du tout. Non, c'est terrible parce que, alors je vais vous faire une confession, quand j'avoue ça, quand je fais cette confession, j'ai toujours en face de moi des gens qui me regardent atterrés, mais sidérés, c'est-à-dire en gros c'est comme si je leur annonçais que j'allais devenir un assassin. Non, je lis pas de poésie, alors comme tout le monde au collège, au lycée, j'ai lu Hugo, Musset, etc. Mais je crois d'ailleurs que le problème vient de là. Le problème vient du scolaire. Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, pour m'être essayé plusieurs fois à la poésie, avoir écrit 2 recueils de poésie, je peux dire qu'effectivement, moi, quand je suis sorti de ma scolarité, avec l'idée que la poésie c'était vieux, que c'était chiant, il fallait apprendre par cœur, ça parlait pas à l'âme. Enfin, la plupart des poèmes que je lisais parlaient de choses qui avaient lieu au 19e siècle et au début du 20e, donc c'était pas mal. Alors que la poésie, elle prend tellement de formes différentes. C'est comme si on dit j'aime pas la musique, quoi. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec... Mais spontanément, j'ai pas je comprends. d'appétence pour la poésie, voilà. Mais c'est vrai que le théâtre, il y a quelque chose de fluide, de facile, de jouissif même. Tout ce qui est dialogué, c'est extrêmement jouissif. Ce qui m'intéresse, c'est qu'avant d'écrire des pièces de théâtre avec Sébastien Azopardi, vous étiez déjà quelqu'un qui allait souvent au théâtre. Vous aviez déjà vu beaucoup de pièces ou pas du tout? Pas particulièrement. Donc non. C'est une génération spontanée, quoi. Non, j'allais au théâtre souvent pour aller voir mon co-auteur Sébastien, mais spontanément, je n'allais pas trop au théâtre. Alors, j'ai une anecdote aussi qui est très amusante, parce que ma mère m'emmenait souvent au théâtre quand j'étais petit. Ah, quand même. Oui, mais après, j'ai pas repris enfin, j'y suis pas retourné, mais... Et je suis allé un jour au théâtre, je suis allé voir une pièce qui s'appelait Aventi avec Aldo Maccione, et ma mère m'avait acheté le livret et m'a dit va le faire signer, tout ça. Donc, et j'étais tout gamin, je vais voir Aldo Maccione à l'époque, j'étais impressionné, mes jambes tremblaient, et je lui dis monsieur, avec ma petite voix comme ça, comme si j'avais une grosse voix aujourd'hui. Et il me dit, tu t'appelles comment? Je lui dis, je m'appelle Sacha. Il me fait, ah, Sacha, mais c'est un nom de théâtre, ça. Ah non, je croyais qu'il allait me parler de Sacha Distel, parce qu'il avait fait toute une partie de sa carrière avec Sacha Distel. Non, mais non, je pense qu'il faisait... Sacha Show. Non, je pense qu'il faisait référence à Sacha Guitry ou Pitof. Et je suis reparti là-dessus, comme ça. Et c'est marrant, je sais pas, j'ai ce souvenir un peu vague, le lieu, tout, je me souviens juste des émotions du moment, et des années plus tard, je suis en train de travailler au Palais Royal avec mon co-auteur Sébastien Azopardi, qui est actuellement le directeur. On travaillait comme ça dans l'administration, comme ça nous arrive souvent, et à un moment je vois une affiche d'Aventi, et je fais mais c'est fou, et en fait, la première fois que je suis allé au théâtre et que j'ai demandé cet autographe, c'était au Palais Royal, là où j'allais travailler par la suite la plupart de mes pièces avec Sébastien Azopardi. Il y avait quelque chose d'assez magique. Et je ne savais pas à l'époque que c'était le Palais Royal. J'étais trop petit, je m'en doutais pas. Et c'était un peu par hasard, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je travaille aujourd'hui dans l'endroit où je suis allé pour la première fois au théâtre. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu ésotérique, si je peux me permettre. Est-ce que vous avez tendance à douter dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Alors, si vous posez la question aux gens qui me connaissent, ils vont rire. Rigoler. Ils vont rire. Je passe mon temps à douter. Je doute sans arrêt, de moi, mais en permanence. Après, j'ai aucune confiance non plus dans les autres. Enfin, mais moi, je doute en permanence de ma légitimité, de mes capacités, de ma pertinence, de tout. Hein. C'est un travail... C'est un travail très très difficile, c'est une discipline de savoir, se faire confiance, d'être fier de soi, de se contenter de choses qu'on a pu faire et de l'apprécier. J'ai énormément de mal là-dessus. C'est un cauchemar. Et donc, ouais. Et sur les autres... c'est vrai que j'ai pas une confiance extraordinaire. J'ai une confiance dans l'amitié. J'ai pas beaucoup de confiance dans la fidélité des femmes. Hein. Là-dessus, j'ai eu que des expériences malheureuses. Mais dans l'humanité, j'ai pas non plus énormément de confiance. Je suis ce qu'on appelle une sorte de féru d'histoire. Et l'histoire a toujours montré que le pire a toujours eu lieu.
Il y a des années de ça, j'avais discuté dans un café avec un directeur de théâtre qui est juif et à qui j'avais dit tu verras, l'antisémitisme va revenir de manière très violente, très brutale. Je lui ai dit elle viendra pas de l'extrême droite, c'est sûr. D'autant plus que j'ai des origines séfarades, je sais ce qu'il en est. Et lui, bien entendu, ashkénaze, m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Bon, limite il m'a traité de raciste, etc. etc. Puis après il y a eu tous les événements qui ont eu lieu et qui continuent à avoir lieu aujourd'hui en France, qui m'ont donné raison et qui font que d'une certaine manière je suis en permanence méfiant de l'histoire, de la politique. Je fais pas confiance, je ne crois pas à un monde qui sera meilleur, où il n'y aura plus de violence, plus de guerre, plus quoi que ce soit. Je reste toujours vigilant, ce qui explique peut-être pourquoi je suis insomniaque. Mais voilà, il y a une sorte de vigilance, toujours aux aguets. J'ai du mal à avoir confiance en l'humanité. Non pas en l'homme, beaucoup d'hommes peuvent être capables de faire des choses extraordinaires, mais sur l'ensemble, l'humanité a toujours montré qu'elle était capable du pire. Et comme je disais, je pense avoir une bonne culture historique. Il est difficile quand même de prouver que l'histoire va vers le sens d'une amélioration des choses. Et l'actualité nous prouve d'ailleurs. Quand on croit que les choses sont terminées, elles reviennent. On n'est pas en France à l'abri d'une autre guerre. Enfin bon, je ne veux pas non plus être pessimiste. On va y venir un peu plus loin dans une autre question. Là, j'ai envie de vous interroger sur votre perception de la mort et de la spiritualité. C'est-à-dire, non pas on l'a compris, vous êtes né d'une mère catholique et d'un père juif. Vous n'avez pas été forcément élevé dans la religion, voire pas du tout. Vous avez eu d'ailleurs des influences d'autres religions venant d'ailleurs, etc. Donc ma question ne porte pas sur la pratique religieuse ni même sur la croyance, mais sur votre rapport à la spiritualité au sens large. Et souvent, elle s'incarne dans le rapport à la mort qu'on a. Bien sûr. Donc, quelle est votre position par rapport à ça ? Comment vous vous situez ? Je dis toujours que je m'inscris dans dans une spiritualité. Il y a quelque chose de dynamique. Il y a un chemin. Je suis continuellement dans l'interrogation. J'interroge en permanence cette spiritualité. Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas athée. Après, j'ai beaucoup de difficultés à exprimer ma spiritualité. Je la qualifierais d'apophatique, c'est-à-dire que je peux dire ce qu'elle n'est pas. Voilà, je peux dire. C'est très difficile de parler de spiritualité, surtout en France aujourd'hui, et dans mon milieu, dans le théâtre, c'est un milieu qui est assez prude sur ces questions-là. Prude ou intolérant ? Les deux. C'est quand même un milieu, je vais mettre les pieds dans le plat, très à gauche, et qui peut avoir un regard très dur sur la spiritualité et encore plus sur la religion. Fort heureusement, je m'aperçois qu'en discutant à droite à gauche, c'est pas si simple que ça. C'est une tendance générale. Mais c'est pas forcément construit à l'époque moderne. Hein. Je veux dire, le théâtre, on le voit par exemple avec Molière, etc., c'était des gens qui s'étaient construits contre la religion, qui étaient considérés par la religion comme qui étaient enterrés à la va-vite sans... Oui, alors attention, sacrement, etc. Oui, mais là, c'était sur la religion en tant qu'institution. C'était pas sur la foi ou la spiritualité, c'est autre chose. Moi, c'est vrai que j'ai une culture religieuse, indéniable. Je vais très souvent prier, mais je ne me considère pas comme religieux ni pratiquant. En revanche, je me considère comme quelqu'un œuvrant dans une spiritualité très large. Donc ça implique, bien entendu, un rapport à la mort qui est différent de quelqu'un qui n'y adhère pas. Déjà, premier point, c'est que j'ai une indulgence infinie à l'égard des gens qui n'adhèrent pas à ma spiritualité. C'est-à-dire, mon ex-femme, avec qui j'ai vécu pendant 20 ans, était très à gauche, ne croyait pas en Dieu, ne croyait pas en la mort, croyait en la mort, mais ne croyait pas en là. Et ça ne m'a pas empêché de vivre avec, et tout se passe très très bien. Il n'y a absolument aucune intolérance ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui ne relève pas du dogme, qui ne relève pas de la croyance, qui relève chez moi d'un sentiment, quelque chose de charnel, de viscéral, que j'ai jamais cherché à expliquer, parce que je ne peux pas expliquer. C'est pour ça que je parlais de définition apophatique. Je ne sais ce que ce n'est pas, excusez-moi pour ce français déplorable, mais je ne sais pas ce que c'est de manière positive. Voilà.
Mais donc la mort, d'une certaine manière, je la crains absolument pas. Je peux craindre en revanche la mort des autres. La mort de mes proches me tétanise. La mienne, absolument pas. Moi, je dis toujours à mes enfants, vous inquiétez pas pour moi, si à un moment voilà, je meurs, ne soyez pas tristes. Moi, au contraire, je suis extrêmement curieux de savoir ce qui se passera après. Mais vraiment, c'est-à-dire que si à un moment il m'arrive quelque chose et on me dit il te reste plus grand-chose à vivre, je me dis tant pis, je suis curieux, qu'est-ce qui va se passer, voilà, j'ose croire, il y a quelque chose en moi qui est plein d'enthousiasme pour le coup et de confiance, j'ose croire qu'il y a quelque chose. Quelque ça chose peut pas se terminer comme ça. Mais quelque chose de plutôt d'enthousiasmant. Et dialoguer avec des morts éventuellement, même de manière dans les rêves ou... C'est quelque chose qui vous arrive ou pas du tout? Oui, alors après on arrive dans des questions un peu intimes. Je peux... Ce podcast est très intime en fait. Oui, non, ça peut m'arriver de sentir des proches qui ont disparu sans pour autant dialoguer parce que je les trouve pas très bavards, mais des présences ou des signes. Il m'est arrivé des petits moments, des petits moments où je me suis dit tiens, soit le hasard est très bien foutu, soit on a toqué à la porte de l'existence et je sais qui c'est. Voilà. Alors vous avez dans votre métier une pratique des mots, MOTS, et vous avez parlé tout à l'heure d'interroger les mots. Et moi j'ai envie de vous interroger sur les mots, mais votre mot préféré, celui auquel vous pensez là spontanément alors qu'on est en face l'un de l'autre, ou bien en général vous avez un mot fétiche qui vous suit tout au long de votre vie. J'ai un mot que j'adore. Ouais. C'est féliciter. Féliciter. La félicité. Ouais. C'est pas le bonheur, parce que pour moi le bonheur est synonyme de goulag, de massacre et de choses comme ça. C'est plus que la joie. La félicité, c'est une sorte de contentement extraordinaire qui dure plus longtemps. Est-ce que ça m'est arrivé? Ouais. Ça a dû m'arriver. Si, ça a dû m'arriver. Il y avait deux mots comme ça à l'époque à partir après le Moyen-Âge, c'était félicité et fortuné. Et être fortuné, c'était pas avoir beaucoup d'argent, c'était avoir de la chance. De la chance ou avoir une forme de lumière comme ça Et félicité, effectivement, c'est un très beau mot. Vous êtes le premier à me le citer, ce mot, c'est un très beau mot. En plus, ça se prononce dans plein de langues, mais notamment moi je l'entends en italien. Oui. Felicita, je trouve qu'il a donné une chanson en espagnol, etc. Mais après, je ne saurais pas vous dire pourquoi, ce que je peux mettre... Sonorité, peut-être du mot. La sonorité aussi du mot, peut-être. Oui, peut-être, oui, mais je ne sais pas, ça m'inspire quelque chose d'extrêmement lumineux et joyeux. Félix. Oui, en latin. Alors c'est marrant parce que Félix c'est le prénom d'un de mes avocats, donc oui. je suis là, comment dire, ouais, il vous rend moins... je suis plus mitigé. Hein. J'ai beaucoup d'affection pour lui, mais là ça me renvoie à quelque chose de plus terre à terre. Mais non, la félicité, ça me transporte. Il y a quelque chose qui nous transporte, mais joyeusement, mais comment dire, sainement. C'est une joie qui est saine, c'est pas il y a pas de perversité, il y a pas d'idée, il y a pas d'idéologie, il y a pas de dogme. Enfin, je pense que vous aurez compris que je suis absolument pas dans le dogme ou quoi que ce soit. Et c'est quelque chose de très sain et de très lumineux. Schématiquement, la société peut se séparer entre les gens qui se considèrent, ou qui le sont, optimistes et les pessimistes. Vous classez, évidemment vous devez avoir des moments d'optimisme et des moments de pessimisme comme tout le monde, mais vous vous classez plutôt dans les optimistes, vous voyez plutôt le verre à moitié plein, ou plutôt vous le voyez à moitié vide. Et qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir ? C'est amusant parce que une fois de plus vous posez cette question à des proches, ils vont vous dire mais c'est un pessimiste. C'est complètement un pessimiste. Je ne me considère pas comme pessimiste, je me considère comme quelqu'un de vigilant, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire, je ne vois pas tout en noir, je ne pense pas que l'humanité est noire, je ne pense pas que l'histoire est noire. Simplement, je suis très vigilant parce que je sais que le pire peut toujours arriver et que la probabilité pour que les choses s'empirent est toujours très forte, que ce soit politiquement ou même dans notre propre vie. Et d'ailleurs, on l'expérimente nous-mêmes au quotidien. Et à contrario, je me méfie beaucoup des optimistes. Je regarde toujours les optimistes avec distance et
parce que j'ai toujours eu le sentiment que les optimistes étaient des gens qui refusaient de regarder la réalité, qui n'avaient pas pied sur terre, comme on dit aujourd'hui hors sol, la grande expression hors sol, et que c'est des gens qui sont un peu dans le déni de ce que peut être la réalité. La réalité, elle n'est ni noire ni blanche, elle est complexe. Moi, je suis un adepte de la complexité. Pour moi, la vie est trop complexe pour qu'on puisse... Vous êtes un être analogique, qui n'est pas binaire. Ah non, absolument pas binaire. Mais elle est trop complexe, la réalité, pour nous autoriser à être optimistes. Et négatifs aussi. Mais c'est vrai que si je dois choisir un camp, je serais plutôt dans le camp des pessimistes, puisque vigilant. C'est une histoire, c'est peut-être dû à mon histoire personnelle, mon histoire familiale, et c'est vrai que pour la France, je vois pas du tout d'issue. Je la regarde comme une nation en chute libre. Ça m'arrive même d'imaginer qu'elle va disparaître. C'est pas impossible, il y a des nations qui ont disparu dans l'histoire. La Pologne a disparu, la terre d'Israël en 70 aussi elle a disparu. Enfin, il y a des nations qui disparaissent et qui peuvent réapparaître. Et qui peuvent réapparaître, bien entendu. C'est en ça que je ne suis pas un pessimiste, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de vigilant, c'est-à-dire que la vie est trop compliquée pour qu'on puisse y plaquer un filtre noir ou blanc. Mais là-dessus, c'est vrai que à la fois, je me méfie des gens optimistes parce que je me dis, tu ne vois pas les choses ou tu ne veux pas les voir. Et de l'autre côté, je prends beaucoup de distance aussi par rapport à toutes les bonnes nouvelles. Je me dis, qu'est-ce que ça peut cacher ? Et généralement, je me définis un peu comme Cassandre. C'est-à-dire que quand il y a un événement, je doute. Je doute de ce que ça peut donner de positif. Il y a eu un exemple comme ça, c'était sur ce qu'on appelait le printemps arabe. Moi, je voyais autour de moi, tout le monde était enthousiaste à l'idée du printemps arabe. Moi, j'ai fait partie de ces gens de dire « Attendez, c'est pas si simple. Croyez pas que ça va donner quelque chose d'extraordinaire et que le paradis va redescendre. Enfin, ça sera la Jérusalem céleste sur terre. » Non. Et l'actualité nous a montré qu'effectivement, il fallait se méfier. La fin des chambres à gaz n'a pas mis fin à l'antisémitisme. Le mouvement MeToo ne mettra pas fin à la misogynie. Enfin, toutes ces choses-là. Et je suis quelqu'un qui reste toujours très vigilant, donc plutôt dans le camp des négatifs. Si, par rapport à des optimistes. Et je vous dis, pour moi, un optimiste, c'est quelqu'un qui est potentiellement dangereux. Et bien, pour terminer, on va vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Et par exemple, est-ce que vous avez une pièce en cours d'écriture ? Quelle va être votre actualité au cours des prochaines semaines et des prochains mois ? Ah, il y a un mot qui me vient à l'esprit, oui. Je ne pourrais pas trop en parler parce que c'est un peu délicat, mais beaucoup de gens comprendront. Libération. Comme disait Malraux, je ne sais pas ce que c'est que la liberté, mais je sais ce que c'est que la libération. J'ai besoin là actuellement d'être libéré de quelque chose de pesant, qui n'est pas professionnel. Et ça sera quelque chose d'extraordinaire quand ça arrivera. Ça sera peut-être un moment de félicité. Mais après, professionnellement, oui, écoutez, quand on écrit, le principe de l'écriture, c'est qu'en fait, on est sur plusieurs projets. On souhaite que tous ces projets puissent voir le jour. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Et puis, quand ils voient le jour, on souhaite tous, bien entendu, que ça devienne des succès. Et qu'on enchaîne comme ça les succès. Parce que qui dit succès... dit possibilité de payer un loyer, voilà, de manière très prosaïque, d'emmener ses enfants en vacances et de manger un super resto, voilà. Non, mais après, est-ce que j'aspire à autre chose, un peu comme, je pense, comme beaucoup de gens, entre guillemets, artistes comme moi, c'est-à-dire, j'ai envie de dire un peu moyenne gamme, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils peuvent rencontrer une petite notoriété, mais qui sont pas encore des gens extraordinaires. Bien entendu, j'aspire un jour à écrire une œuvre. Vous savez ce qu'on dit, l'œuvre, quelque chose comme ça. L'équivalent, par exemple, comme je vous ai parlé tout à l'heure de Four Alina pour d'Arvo Part, quelque chose de similaire, où je me dis, waouh, j'ai fait ça. Enfin, une sorte de fierté d'avoir fait une œuvre qui a pu... Notre-Dame à vous. Ouais, exactement, ma Notre-Dame à moi, ma Four Alina à moi, ou, exactement, quelque chose comme ça... C'est quelque chose, je pense, on aspire tous à un moment, comme un comédien aspire un jour à avoir son rôle emblématique. Moi, avoir mon œuvre aussi, à un moment, dire j'ai fait ça. C'est pas par vanité, c'est comment dire, c'est pour avoir avoir un fait d'armes, un vrai fait d'armes, se dire voilà j'ai fait ça et dire j'en suis fier. J'en suis fier, voilà. Et étant donné que je suis quelqu'un qui doute en permanence, ça vous aiderait.
Ah bah je pourrais mourir tranquille. Ce serait votre viatique. Voilà. Bah écoutez, on n'est pas Harry Potter, on n'a pas de baguette magique, mais on vous le souhaite vraiment, très sérieusement. Et on vous remercie énormément d'être venu devant le micro du Bonheur, c'est les autres. Bah, je vous remercie aussi beaucoup. Et on vous dit à très vite. Et puis on incite nos auditeurs à aller voir toutes les pièces qui se jouent encore Alors je répète, à Paris et en province, peut-être certaines. Oui, il y a des tournées. Alors l'embarras du choix, rue de la Gaîté. Ouais. Dernier coup de ciseau au Théâtre des Mathurins. Bientôt la reprise de Mission Fleurimont au Théâtre Rive Gauche. Et après d'autres pièces, mais là c'est en projet, je peux pas trop en parler parce qu'on n'a pas C'est rien déjà concret, pas mal. voilà. Il n'y a pas tant que ça d'auteurs contemporains de théâtre qui ont 3 pièces qui se jouent en même temps à Paris. Hein. Non, mais je suis un privilégié, vous imaginez même pas. Ouais. Non, je suis très très fier là de ça. Non, c'est extraordinaire. Mais bon, vous avez encore 2-3 heures devant vous ou pas? Ah, j'ai peur que non. Malheureusement. Bon bah tant pis, on va se contenter de se dire au revoir. On fera un autre épisode. Bah quand vous voulez. Demain? Allez. Allez, demain 9h, très bien. Merci Sacha. Je vous remercie, au revoir.